Let's go. Cancun, le podcast. Bonjour, je m'appelle Anne-Paul et le cancer m'a dit coucou un matin de janvier 2021. 2 ans après, j'ai voulu fonder l'association Cancun. Pourquoi Cancun ? Can pour cancer et Kun pour cocooning. Qui est Cancun ? C'est une association qui a pour but d'accompagner l'entrepreneur qui cohabite avec son cancer. Et je précise tout type de cancer et handicap lié, qu'il soit visible et invisible. Notre mission est de lui créer une passerelle vers notre réseau d'entraide. Nous sommes créateurs d'événements avec la vocation de réunir dans un même lieu tous les intervenants d'un parcours autour de la maladie, afin de booster l'envie de combattre sans tabou. Pour cette 3e table ronde de Cancun qui a pour thématique sport et cancer, nous accueillons 3 intervenants, un onco-coach, un enseignant en activité physique adaptée et un médecin spécialiste du sport. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à la 3e édition de la table ronde de Cancun. Je vais, avant de commencer les échanges avec nos intervenants, appeler à mes côtés Anne-Paul Tomasi, la fondatrice de l'association Cancun, et Berthe et Kat, les personnes qui nous accueillent aujourd'hui et que l'on souhaiterait remercier. Merci Berthe et Kat de nous accueillir aujourd'hui dans ce superbe lieu atypique et qui colle bien Anne-Paul déjà et à l'association. Je vais vous laisser vous présenter. Atypique et coloré. Atypique et coloré, avec un bleu clin qu'on aime beaucoup. Alors attention. C'est pas un bleu clin. Oh là là. C'est le bleu de Berthe. On le fabrique ici. Alors le bleu de Berthe, Voilà. Merci Berthe. C'est un outre-mer comme le clin, mais c'est vraiment un bleu. C'est le bleu de la galerie, c'est le bleu de Berthe. Souvenez-vous de ça, le bleu de Berthe. Je ne vous donnerai pas la recette. Ah, c'est dommage. Parlez bien devant le micro. Alors déjà, bienvenue à tous. Merci d'être là pour Cancun et d'avoir de venir découvrir avec cette soirée ce lieu et ce passage, parce que je suis persuadée qu'il y a plein de personnes parmi vous qui ne connaissent absolument pas le passage des Folies Bergères, qui sont passées à côté, au-dessus, devant, derrière, et puis qui découvrent ce soir le passage de Lorette, qui est le plus connu en fait pour Marseille et qui et qui croise laisse juste en croisée. Voilà, donc et à l'angle avec. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. On est récipiendaire. Au départ, Berthe ne voulait pas parler quand même. Tout à fait. Mais avec notre amie la plus chère. Véro, donc on est 4 récipiendaires d'un concours qui a fait qu'on a gagné ces locaux avec Véronique, que certains d'entre vous connaissent, qui est notre voisine juste à côté, les Minettes en goguette, dont les mannequins sont en train de défiler, de façon un petit peu figée, mais ils sont là. Et vous pouvez découvrir ces créations donc, qui sont adaptées à toutes sortes de situations, à commencer par des situations de personnes en traitement, mais pas que. Voilà, c'est des formidables vêtements qui respirent, qui sont bons pour la peau. Je fais ton pitch, qui sont sains pour la peau et pour la planète. Voilà. Et qui sont beaux. Oui. Et qui sont d'une délicatesse, on sent l'amour, là. de design absolument incroyable pour les femmes comme pour les hommes. Voilà. Moi, je suis le premier demandeur de ces collections. Donc, vous pourrez échanger avec Véro au cours de la soirée. Alors, rapidement, nous, on est 2 artistes, donc Berthe et Kat. On est amis d'enfance depuis qu'on a 14 ans. On s'est rencontrés en 1983. Donc, vous faites le petit calcul, comme ça, vous en déduirez nos âges respectifs, qui est exactement le même. Donc, tout ce que vous voyez ici et là-haut, vous pourrez vous balader là-haut aussi tout à l'heure. C'est notre travail, donc fait avec notre cœur, notre âme, nos tripes et nos mains. Donc, il y a du Berthe, il y a du Kat, il y a du Berthe et Kat, parce qu'on travaille aussi beaucoup ensemble sur des œuvres communes, parfois en jam session avec des musiciens. Donc, bienvenue les musiciens. On est ravis de vous avoir ici. Vous allez voir, le son, il est formidable. On fait régulièrement des petits événements aussi autour de la musique. On fait des grandes installations aussi, donc peinture, fresques, sculptures monumentales. Et bientôt, on va lancer de nouveau des ateliers où on pourra accueillir petits, moyens et grands, en famille, entre amis, pour de la peinture sur céramique
et Les peintures. dessin peinture. Voilà. Donc, suivez-nous. Quels que soient ça les secteurs devrait sociaux. Débarquer bientôt. Voilà. Vos réseaux sociaux? Alors, Berthe et Kat, vous cherchez Berthe et Kata, Facebook, Instagram. Ok. Voilà. Merci Passage beaucoup. des Folies Bergères. Voilà. Et pour ceux, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous connaissent déjà, on était au DOC pendant 3 ans, donc avant d'intégrer ce super lieu. Voilà. Donc bienvenue, merci, et puis profitez. Merci à vous. De tout ça. On est forte. Hein. On est Ouais. forte. Allez, arrête. Anne-Paul, est-ce que tu veux présenter en quelques mots l'association, s'il te plaît? tout à fait. Alors déjà, bonsoir à tout le monde. Merci aussi à Berthe et Kat pour leur accueil. Le lieu est juste magnifique. Et ça fait plaisir de parler des thématiques et des sujets assez douloureux dans des lieux comme ça, colorés. Pour en revenir à l'association Cancun, donc l'association Cancun, Can pour cancer, Kun pour cocooning. Tout simplement, cette association a été créée il y a 1 an et demi à l'issue d'une maladie que j'ai subie. Tout va mieux maintenant. Tu vois, je sais pas, j'en trouve pas. Mais là, c'est bon, je trouve pas. Il y en a plein. C'est fait, il y en a plein. Qui a pour but tout simplement d'aider l'entrepreneur qui cohabite avec son cancer et tout handicap lié, visible et invisible. Pourquoi ? Parce que quand on est entrepreneur et que malheureusement à l'annonce de la maladie, on ne peut pas tout gérer de front, c'est entre maintenir son activité professionnelle ou survivre. Donc les deux sont toujours très compliqués. Et à l'issue de ce parcours-là, j'ai pu rencontrer dans mon parcours santé des personnes, que ce soit aussi bien des intervenants dans la santé, dans le sport, que ce soit des radiothérapeutes, des oncologues, des infirmiers, des sophrologues, sonothérapeutes, enfin, énormément de personnes là-dedans, et y compris des associations comme CARE 13, l'ANIAC, 60 000 euros, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, il y en a énormément, qui sont très difficiles à trouver. Et tout ce travail de fourmi qui a été fait pendant ma maladie a fait que j'ai pu découvrir ces associations. Et le but de Cancun, c'est de mettre en avant toutes ces associations qui sont bénéfiques pour l'entrepreneur qui cohabite avec son cancer. Voilà. Donc tout ça sera sur Internet, sur une plateforme, avec un guide qui va être diffusé bientôt. On récolte toutes les informations possibles pour pouvoir les diffuser de manière très simple et rapidement, pour que le patient entrepreneur ne s'embête pas à chercher dans tous les sens les informations et puisse avoir un accès direct. Donc Cancun a été créé pour ça. Voilà. Et aussi peut-être pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs, qui travaillent. Tout à fait aussi, et aussi pour les actifs aidants, que ce soit vraiment ces associations qu'on réunit sur un plateau sont vraiment là pour vous aider à vivre le plus facilement possible la maladie, que ce soit en tant que personne et aussi en tant qu'actif aidant. Voilà. Et vous aurez l'occasion de les découvrir sur d'autres événements. On crée un événement mensuel avec des thématiques et des concepts que vous allez voir ce soir. Et tout ça pour arriver à un gros festival en fin d'année qui sera bientôt annoncé, date et lieu à venir. Bravo. Voilà. Merci beaucoup Anne-Paul. Merci Berthe et Kat. Merci. Et je vais vous demander de laisser la place. Laissez la place. Merci. Attends, c'est pas fini Berthe encore. C'est pas fini. Ça n'a pas commencé même. Je vais vous demander de laisser la place pour les intervenants. Donc Christophe Fignol, Claude Marblé, Michael Richaud, que je vais appeler à mes côtés. Ils ont disparu. Ils me font une petite blague. Passez de l'autre côté. On est un peu timide ce soir, mais bon, ça va vite, ça va vite se détendre. Alors ce soir, Anne-Paul parlait de tout ce qu'on peut mettre en place à l'annonce de la maladie et pendant la maladie. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le sport et le cancer, plutôt l'activité physique et le cancer, puisqu'on a eu à cœur aussi, et on verra sur les différentes typologies d'intervenants, qu'on a besoin d'être accompagné et qu'on a besoin de se réapproprier son corps, on a besoin de se retrouver et surtout de pouvoir s'accepter pendant la maladie, mais aussi après la maladie, on en parlera. Christophe Fignol, tu es onco-coach aujourd'hui. Tu vas nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Claude Marblé, médecin du sport, et Michael Richaud, éducateur médico-sportif, on peut dire ça, coordinateur de la nouvelle maison sport santé de la ville de Marseille. C'est bien aussi ? Ça va. Christophe, est-ce que tu peux un petit peu nous détailler en quoi consiste ton activité, s'il te plaît ? 2 mots, non, c'est ça ? Je les compte. Attends. En 2 mots, ça va être difficile, mais Non, quelques le mots. coaching, c'est, vous connaissez la plupart d'entre vous, vous connaissez le coaching dans le sport, le coaching en entreprise.
On met le coaching aussi, le coaching de vie. Moi, j'ai axé ma formation sur du coaching en cancérologie. Donc, j'accompagne les gens qui sont soit dans l'annonce d'un cancer, soit pendant les traitements et bien souvent après les traitements, puisqu'il y a une seconde mi-temps qui démarre. Après, tout dépend où on met le curseur, à quel moment on se considère comme guéri, à quel moment on se considère dans l'après-cancer. En tout cas, moi, j'accompagne toutes ces personnes avec une perte de repères qui est considérable. Quand on a des proches autour de nous, on le sait très bien, que ce soit sur le plan familial, social, professionnel, physique, mental. Donc moi, je les accompagne sur les buts de vie, sur les satisfactions, sur essayer de valoriser ce qu'on est capable de faire aussi après le cancer. Donc, on travaille sur des objectifs. On parle beaucoup d'objectifs. On va en parler beaucoup ce soir. Voilà. Okay. Merci Claude. En quelques mots aussi, quelles sont tes activités autour de la médecine du sport? Alors moi, je suis médecin hospitalier, je suis médecin du sport. J'ai eu la chance, mais comme beaucoup de jeunes médecins du sport, de pouvoir m'occuper de sportifs de différents niveaux et donc de vivre des émotions en tant que médecin de sportifs qui vont essayer d'être performants. Mais depuis 10 ans, j'ai de plus en plus axé ma pratique sur aider au contraire les personnes qui ont des problèmes de santé, donc les gens malades, à gagner en autonomie, en plaisir, en santé grâce à l'activité physique. Donc en effet, différencier le sport et l'activité physique. L'activité physique, c'est des activités qui vont permettre de se dépenser, de dépenser de l'énergie. Et on verra tout à l'heure qu'en effet, ça permet d'apporter des biens, du bien-être, mais aussi des bénéfices santé clairement définis aujourd'hui par quelques chiffres. Et donc, en particulier, maintenant, de plus en plus, je travaille pour faire des prescriptions d'activité physique pour les personnes qui ont un cancer, et c'est ce qu'on abordera tout à l'heure. Merci beaucoup Claude. Michael Richaud, tu peux nous expliquer ton activité? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je suis éducateur médico-sportif. On parle beaucoup plus maintenant d'APA. Donc nous, on est enseignants en activité physique adaptée. Et notre rôle, c'est d'accompagner des patients dans un contexte d'ALD et notamment de cancer. Donc moi, j'interviens à la Maison Sport Santé de la ville de Marseille qui a pour rôle d'accompagner toutes les personnes éloignées de la pratique ou atteintes de pathologies. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que, on en parlait tout à l'heure, on a un contexte de prescription médicale. L'activité physique, elle est bénéfique pour la santé et notamment dans un contexte de pathologie. Donc depuis 2016, on a une prescription médicale qui permet aux personnes qui sont atteintes de maladies de venir pratiquer avec nous une activité physique adaptée, bénéfique. On essaye de trouver en plus quelque chose qui soit proche de chez vous, parce que tant qu'à faire. Mais le plus important, c'est qu'elle soit aussi à votre goût. Si je pratique l'activité qui me plaît, proche de chez moi, adaptée, et en plus qui a un impact sur ma santé, en fait, on a tout gagné. Très bien, merci Mickaël pour cette conclusion de la table ronde, puisque tu viens de résumer tout ce qu'on va dire. C'était un plaisir, à bientôt. Voilà, merci. Non, c'est très bien, c'est une très bonne introduction. Tout à l'heure, Claude, tu as commencé à évoquer la différence entre le sport et l'activité physique. Est-ce qu'on peut un petit peu plus développer tous les trois? Parce que c'est vrai que quand on parle de sport, on pense souvent à performance. Aujourd'hui, on est plus dans l'accompagnement par le mouvement. On parlait de sédentarité, de la sédentarité quand on a échangé ensemble. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer la différence entre les deux? Ce qui est intéressant, c'est de toujours regarder l'histoire. Et en fait, au tout début du siècle précédent, nous faisions de l'activité physique et on apprenait à l'école à ce que les gens fassent de l'activité physique et donc bouger l'ensemble de leur corps. Et on se rendait compte que c'était bénéfique pour les jeunes et la génération qui a été celle avant nous. Et puis ensuite est venue l'ère du sport, des compétitions et des performances et ensuite des compétitions entre clubs, villes, pays, etc. Et malheureusement, je crois qu'à un moment, on est parti trop vers la performance. Bon, en tout cas, la différence entre sport et activité physique, c'est que le sport, c'est quelque chose qui est organisé, généralement par des fédérations ou par des structures qui définissent une règle. Il y a parfois besoin d'arbitres, même souvent d'ailleurs, sinon ça se passe mal. Ça se passe mal même avec les arbitres des fois. Et avec un souci de performance. L'activité physique et sportive, c'est de l'activité dont le but est de mettre en mouvement le corps. Et on parlera tout à l'heure de différentes fonctions, l'équilibre, la souplesse, la force, l'endurance, toutes ces propriétés que l'on peut faire grâce à l'activité physique et sportive, sans pour autant avoir des règles, ni de compétition. Ni de compétition, et ni de... Là, Michael a abordé l'activité physique adaptée, c'est encore un autre domaine qu'il abordera. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette définition ? Dans l'accompagnement, effectivement, moi j'insiste beaucoup sur la pratique du sport. J'incite les gens à faire du sport. Et tu l'as dit, Claude, il y a le sport loisir, il y a le sport compétition. Je rajouterai le sport plaisir. Voilà. Pour bien comprendre pourquoi moi je suis arrivé à faire de l'onco-coaching, j'étais sportif de haut niveau. Et j'ai toujours en mémoire ce que m'avaient dit l'hématologue lorsque j'ai eu une leucémie. C'était que en fait, ma vie d'avant m'avait permis certainement d'être
d'être soigné, d'être guéri de la leucémie. Et moi, j'insiste aujourd'hui auprès des patients que je rencontre pour dire, à un moment donné, on passe sur de la mise en mouvement et on passe sur du sport plaisir. Si on ne prend pas du plaisir, je pense que c'est la meilleure façon de se décourager et d'y aller une fois et de ne pas continuer. Donc on est sur vraiment, et c'est ce que j'ai fait aussi lorsque moi j'ai rencontré la maladie, c'est que la compétition passait vraiment au plan secondaire. D'ailleurs, je n'ai pas repris mon activité professionnelle au niveau, mais par contre j'ai repris le sport simplement pour aller partager un moment de convivialité, de plaisir avec les gens avec qui je faisais un match de foot ou que je faisais du ski ou que j'allais faire une randonnée. Donc il y a cette notion de plaisir qui est très importante lorsqu'on se remet à faire du sport et à se réapproprier son corps. Mika, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Bon, l'activité physique, comme on disait, donc elle peut être adaptée, elle peut être sportive, elle peut être de loisir, mais en fait, elle est aussi quotidienne, soit dans les tâches quotidiennes à la maison, de déplacement, professionnel. Aujourd'hui, on a cette notion de sédentarité qui est très importante et qui est aujourd'hui une thématique à prendre au premier ordre, parce que je peux être très actif physiquement, avoir mes 2-3 séances d'activité, même à haut niveau. Et puis le reste du temps, si je passe trop de temps en position assise au quotidien, ben là on a des facteurs aggravants pour sa santé. Donc on sait qu'aujourd'hui l'impact de cette sédentarité-là, donc moi, mon rôle, ça va être d'accompagner les gens, donc de remettre en place une activité physique, mais de déplacement, d'avoir des pauses actives au niveau du travail, au quotidien à la maison, les tâches ménagères, le bricolage, tout ça aussi c'est un bénéfice. Et comme on disait tout à l'heure, Christophe, ben, au final l'idée c'est de se remettre en mouvement et essayer de rompre ces moments où on passe notre temps assis. Merci beaucoup là pour cette clarification. Et du coup, ça va beaucoup agir sur la motivation et aussi l'accompagnement des patients. Avant de parler du maintien de cette activité physique et comment la maintenir, comment l'évaluer, on va parler surtout des bienfaits, de l'impact positif du sport en fait, sur le moral et en tout cas la santé, les chances de rémission et sur l'état mental en fait, des patients. J'ai envie de vous poser, Mickaël Richaud et Christophe Pignol, une question sur l'impact psychologique de l'activité physique sur les patients. Toi, Christophe, dans le cas de ton accompagnement plus global. L'activité physique, d'abord, si on part du principe que le sport véhicule des valeurs comme le dépassement de soi, comme l'abnégation, comme la pugnacité, comme la solidarité, ça ce sont les valeurs du sport. Et en plus, effectivement, à travers ce qu'on arrive à réussir, les réussites qu'on arrive à obtenir, nous permettent de retrouver de la confiance en soi, nous permet de retrouver de l'estime de soi, à condition d'accepter de ne plus avoir les mêmes capacités qu'avant. Je pense que moi, souvent, dans l'accompagnement, ce que je rencontre, c'est que des gens ont eu une vie avant, une vie après, et ils sont un petit peu perturbés par le fait de ne plus avoir les mêmes capacités qu'avant. Donc on essaie aussi de valoriser, encore une fois, leur réussite et de reprendre confiance en soi et de retrouver de l'estime de soi. On a, par exemple, accompagné des femmes qui sont, pour la plupart, présentes ce soir, à 4000 mètres d'altitude après un cancer. Je pense que toutes, je vous passerai les détails de l'ascension, vous en discuterez peut-être avec elles. Et ça fera l'objet, je pense, d'une interview avec l'association spécifique. Voilà. Mais en même temps, juste pour terminer là-dessus, c'est que ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont fait comme activité là, de randonnée en montagne, ça leur a apporté beaucoup de confiance et d'estime d'elles-mêmes. Elles ont pour la plupart repris le travail avec beaucoup plus de conviction. Et c'est ça aussi la recherche du défi sportif. On a parlé aussi pas mal de réduction d'anxiété, de stress. On sait qu'aujourd'hui, la pratique d'une activité physique, tous ces sentiments d'autosatisfaction que Christophe a mis en avant, en fait, se sentir capable de refaire quelque chose, de rebouger, malgré les traitements qu'on a pu avoir ou les traitements qu'on a encore, soit de la radio, de la chimio, de la chirurgie, en fait, de pouvoir être accompagné sur des choses qu'on pense être compliquées, insurmontables, ça fait du bien. En fait, de savoir qu'on peut rebouger si on nous accompagne bien dans les bons mouvements, dans les bonnes postures. Tout ça apporte un sentiment hyper intéressant. Je peux bouger, je peux remonter des escaliers. Et tu parlais de l'activité quotidienne tout à l'heure. Et c'est super important aussi de pouvoir réussir dans le cadre de la séance, mais aussi au quotidien, dans sa vie de tous les jours, pouvoir se sentir un petit peu plus libre et un petit peu mobile, un petit peu plus autonome.
endurant, enfin voilà, sur les différentes... Claude Marblé, au niveau des données scientifiques, je me tourne vers toi parce que... Je vais donner quelques chiffres. Mais bien sûr, Claude Marblé. Première chose, 50% des personnes à l'annonce d'un cancer qui faisaient éventuellement une activité physique s'arrêtent de faire l'activité physique. Ça, c'est un premier constat, c'est qu'on a l'impression qu'à partir du moment où il y a la maladie, on doit arrêter de faire l'activité physique. Alors, je ne sais pas si la personne ressent cet objet du fait de la fatigue, de l'annonce, de devoir partir sur un projet qui est exclusivement santé, mais en tout cas, ça, c'est une mauvaise chose. Pourquoi ? Parce que, deuxième élément, dans les études qui ont été faites en cancérologie, il y a beaucoup de travaux qui sont effectués et avec beaucoup d'études. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont passées par là savent très bien que leur cas passe toujours par un screening, excusez-moi, qui, en fonction de l'ensemble des données, on rentre dans un protocole. Donc, en effet, la cancérologie, par rapport à toutes les autres spécialités médicales, est très protocolisée. Et grâce à ça, les études ont permis de mettre en évidence que le bien-être de l'activité physique, ce n'était pas seulement le bien-être social et psychologique, il y avait aussi des bénéfices. Pendant la maladie, ça diminue la fatigue. Et c'est le seul traitement. Tous les autres médicaments, toutes les autres choses qui ont été faites, seule l'activité physique pendant les soins permet de diminuer la fatigue. Alors évidemment, elle doit être adaptée, encore une fois. Et puis surtout, sont venus au fur et à mesure, moi depuis 15 ans que je regarde les travaux, les résultats, ah oui, sur la baisse de récidive, ça semble avoir un effet. Et puis au fur et à mesure, on a vu des chiffres augmenter jusqu'à 20% de moins de récidive si on fait une activité physique régulière. Tout à l'heure, si tu veux, on parlera de la prescription. Oui, et j'allais en durée, parler dans la motivation. Voilà, Ouais. ça. Mais en tout cas, il y a bien des bénéfices d'une activité physique sur le risque de récidive et c'est un élément très important. Pour donner juste une deuxième info, en pourcentage, c'est l'équivalent d'une hormonothérapie. L'activité physique donne des bénéfices équivalents à un traitement. On parle de thérapie non médicamenteuse aussi ? Oui, Christophe. Je peux me permettre de t'en prie. rajouter quelque chose à l'aspect psychologique de l'activité physique. Il y a aussi une donnée importante qu'on constate, c'est que la maladie isole, on a tendance ou même à aller faire du sport tout seul. Or, ce qui est important, c'est le lien social. Et moi, je vois dans l'accompagnement, bien souvent, au-delà de l'activité physique et des bienfaits de l'activité physique, c'est aussi que les patients et les patientes retrouvent le lien social. Et ça, c'est hyper important. La vie de groupe, la motivation collective. Voilà, donc ça, on le retrouve souvent et on insiste aussi là-dessus parce que c'est important, encore une fois, pour la confiance en soi. Et ça fait parfaitement le lien du coup avec ma prochaine question qui n'en sera pas une. Oui, Mickaël Richaud. Catherine Mazella. Mais bien sûr, avec grand plaisir. On parlait tout à l'heure de la sédentarité. Et en fait, quand la maladie arrive, Oui. on arrête de travailler. Souvent, ça peut arriver. On continue. Du coup, on a un rythme qui était plus actif au quotidien. Et du jour au lendemain, avec les traitements, je suis en train d'attendre ma cure. Je ne me déplace plus parce que je suis fatigué. Je me coupe petit à petit. On parle justement de ce lien social qui se coupe et d'où l'intérêt de le remettre en œuvre pour nous aider à revenir. Mais cette sédentarité, elle est d'autant plus grave à ce moment-là de la prise en charge. Donc du coup, d'avoir une activité physique régulière qui nous permet de ressortir, rebouger, ça permet de limiter cette sédentarité-là aussi. Oui, donc ça sous plusieurs aspects. Le lien social, l'amélioration aussi de l'immunité. Également, on parlait tout à l'heure du métabolisme, aussi l'amélioration de la posture, l'amélioration de la mobilité. Donc vraiment, on est sur des bienfaits qui sont avérés et qui sont prouvés. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je pense qu'il y a de plus en plus, on va parler de la motivation et notamment comment maintenir une activité physique pendant les protocoles, les traitements et même dès l'annonce de la maladie. Tout à l'heure, Claude, bon là je sors un peu du cadre et tant pis, mais j'avais envie quand même de dire quelque chose, c'est de se dire, tout à l'heure tu disais, à l'annonce de la maladie, 50%, c'est ça le chiffre que tu as annoncé tout à l'heure. Ça arrête de la... Bon, aujourd'hui, souvent autour de nous, après malheureusement autour de nous, on a aussi entendu beaucoup de personnes et côtoyé des personnes qui étaient atteintes de la maladie. Souvent, j'entends dire que l'annonce, elle est super difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que médecin, l'annonce est difficile, on ne sait pas trop comment le dire, peut-être qu'on ne vous l'apprend pas, j'en sais rien, enfin, à un moment donné, je ne sais pas. Et comment, est-ce qu'à l'annonce aujourd'hui, est-ce que dans le corps médical, il est favorisé de dire, bon, ok, voilà, dont acte, c'est un état de fait, mais il y a aussi tout ça qui peut exister autour, dont l'activité physique. Est-ce que c'est, dans le cadre de la motivation, c'est proposé dès l'annonce? Enfin, je ne sais pas si j'ai bien tourné ma question, mais... En fait, alors d'abord, oui, il y a des apprentissages. Alors d'abord, il y a des consultations d'annonces. Je pense que certaines sont passées par là.
Et il y a des formations pour les oncologues à faire cette consultation d'annonce. D'accord. Donc ça, c'est une première chose qui a été faite il y a maintenant, je pense, une bonne quinzaine d'années. Deuxième chose, en effet, l'activité physique n'était pas obligatoirement présente dans la consultation d'annonce pendant longtemps. Et donc, moi, je travaille à la PHM, et à la PHM, je suis responsable de ce secteur développement de l'activité physique et cancer. Et c'est l'axe 1, c'est pas moi qui ai mis les deux axes, hein. L'axe 1, Mais c'est c'est bien. développement de l'activité physique pour les personnes victimes de cancer. Ok. Première chose. Deuxième chose, la région qui fait aussi un gros plan cancer a clairement défini un projet axe activité physique et cancer. Et aujourd'hui, moi, j'ai la chance, via le centre de médecine du sport, de bénéficier d'un peu de sous de la région pour faire ces consultations qui sont gratuites pour les personnes qui veulent faire cette activité physique. Donc, Très bien. aujourd'hui, ça commence à prendre cette place. Très bien. On Tant parle, mieux. on parle de principe de préhabilitation. Demain, on va vous opérer d'une hanche. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la kiné à fond, on prépare l'opération Bien sûr. pour que derrière, votre corps il soit prêt pour l'opération, en meilleure forme. Et derrière, pareil, pour qu'on va attaquer la rééducation, qu'on ait les exercices, etc. Au plus tôt, l'activité physique va être mise en œuvre, et même idéalement au tout début, avant les traitements, etc. Au plus vous allez être en forme, au mieux vous allez pouvoir recevoir les traitements. Et du coup, c'est quelque chose qui va pouvoir s'ancrer, commencer à prendre un rythme, etc. Et on parlait aussi tout à l'heure de 50% des personnes arrêter le sport. Donc, le reste des personnes, en fait, continuent le sport tout seul. Donc, ils retrouvent les bienfaits, etc. Par contre, on parle aussi des personnes qui n'avaient jamais fait d'activité physique. Oui. Et aujourd'hui, ça Ils peut être un découvrent, du moment coup. de découvrir un nouveau milieu, une nouvelle prise en charge et d'apprendre encore mieux à se connaître. Et on a des révélations. J'ai accompagné des patients, je bossais sur la PHM, à l'hôpital Saint-Joseph, etc. Et on a accompagné des gens qui ont découvert en même temps que leur maladie les bienfaits de l'activité physique et qui aujourd'hui continuent par leur notion de plaisir, par leur notion de bienfait et tout l'impact qu'on connaît aujourd'hui de l'activité physique, qu'elle soit après devenue de loisir ou même on peut reprendre l'activité physique et sportive de compétition. Et là, tu parles justement, je rebondis, Mickaël Richaud, sur ce que tu viens de dire. Là, tu parles de personnes qui ont découvert l'activité physique à travers la maladie. Je ne peux pas dire grâce, mais peut-être Dans le grâce à la parcours maladie. de je ne soins, sais pas. exactement. Aujourd'hui, dans le cadre des entretiens motivationnels et physiques, comment tu cadres ça, enfin comment vous cadrez ça sur la fixation des objectifs, là on parlera tout à l'heure d'activité physique adaptée, mais là aujourd'hui on parlait d'entretien motivationnel et de bilan sur des objectifs réalistes et des activités variées. Bien sûr. Là c'est vraiment quelque chose que vous évaluez avec le patient, toi aussi Christophe, dans le cadre de l'accompagnement global, peut-être que ça peut se rejoindre aussi sur comment vous fixez les objectifs. Est-ce que c'est vous qui les proposez, c'est eux qui viennent vers vous, comment ça s'articule? Alors, on fonctionne sous le thème de bilan. Donc, à la Maison Sport Santé, là, à la ville de Marseille, on a mis en place un parcours, mais c'est à peu près les parcours qui se font en général un petit peu partout, sur Bologne, etc. C'est qu'on a un accompagnement de 2 ans. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 2 ans? On va faire des rendez-vous réguliers, tous les 3 mois. Pendant ces rendez-vous, qui vont durer au moins, je dis au moins, parce que je parle beaucoup, au moins 1h30, on va évaluer toute la sphère des personnes. Qu'est-ce qu'ils aiment? Où ils habitent? Qu'est-ce qu'ils pratiquent? Pour voir un petit peu à quelles échelles on peut mettre les différentes activités physiques, voir avec eux un petit peu comment on peut placer des objectifs réalistes, progressifs, parce que nous, on accompagne les gens sur 2 ans, et on fait exprès, parce qu'on va commencer par mettre en place une activité 1 à 2 fois par semaine. 3 mois après, on réévalue les capacités physiques, les questionnaires de qualité de vie, l'estime de soi, etc., avec des nouveaux objectifs pour que, petit à petit, la personne commence à apprendre le milieu sportif, pour ceux qui ne le connaissaient pas, À le comprendre, oui, bien sûr. le comprendre, Mm. ressentir les bienfaits, et en fonction de ce qui aura été mis en place avant, grâce à l'activité physique, les traitements et autres, de pouvoir réadapter en permanence, tous les 3 mois, un peu comme les sportifs de haut niveau, en fait, on a vraiment une prise en charge au plus près, pour qu'on puisse réajuster le plus souvent. Et du coup, on commence par une activité, je vais dire, sur site, près de chez soi, et puis ça peut finir par faire du stand-up paddle à la Pointe Rouge, en faisant une activité adaptée. C'est classe. Chouette. Je vais venir voir, tiens. Sur un stand-up paddle, Mickaël Richaud. Juste Le pour flash. rebondir sur ce que dit Mika, la différence entre les gens qui font du sport ou du sport de haut niveau, du sport en général, ce sont des gens qui ont décidé, qui ont choisi de faire des efforts. Or, dans l'après-maladie ou pendant les traitements, ces gens doivent réapprendre en fait. Elle est là la différence, c'est-à-dire que quand on est sportif de haut niveau, comme je l'ai été, j'avais décidé de subir les épreuves, de subir les entraînements, de subir l'intensité de ces entraînements. Or, quand on sort d'un traitement ou qu'on est pendant le traitement,
En fait, on a été pris en charge. Donc, on a laissé un petit peu les clés de sa vie aux médecins qui nous ont pris en charge. Et à un moment donné, on vous dit, allez-y, reprenez votre vie, reprenez le sport, reprenez... En fait, on doit réapprendre à décider. C'est là la différence avec le sport de haut niveau. C'est une chose très importante parce que justement, on parle de motivation. Et là, trouver la motivation et réapprendre à décider, c'est autre chose. On change de statut, en fait. Et c'est ça où on sent le changement, c'est que là où on passe du statut de patient, qu'est-ce qu'il fait le patient ? Il attend. Je patiente, je vais attendre ma cure, je vais attendre mon traitement, je vais attendre ma chirurgie. Alors que l'activité physique, on devient acteur. On choisit aussi du coup d'accepter ce traitement parce que quand je prends mon traitement, je vais à l'hôpital, les infirmières s'occupent de tout, j'ai rien à faire. Mais l'activité physique, si je décide de ne pas aller à mon entraînement, à mon créneau, c'est plus compliqué. Donc je deviens un action et du coup je suis acteur de ma prise en charge. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que dans le cadre, parce qu'on peut évidemment bien imaginer qu'il y a des baisses motivationnelles dans le cadre des traitements, même si l'observance du traitement est respectée, et comme tu dis, au niveau du personnel médical, on est très encadré. Est-ce qu'il y a un soutien psychologique aussi dans le cadre, alors oui, dans le cadre des traitements peut-être, mais notamment concernant l'activité physique, est-ce qu'il y a un suivi par rapport à l'enseignant APA ? Est-ce que le médecin aussi, est-ce que dans l'équipe médicale, on veille vraiment, dans la thérapie médicamenteuse, il y a l'observance, mais non médicamenteuse, est-ce qu'on veille quand même à ce que les personnes respectent bien, quel est le suivi par rapport à la régularité ? Alors, aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent d'interagir avec tout le corps médical. Le médecin va nous prescrire une activité physique pour un patient. On va le recevoir, on va l'accompagner. Et puis, c'est fini. Pas du tout. On a des liens permanents. Nous, dès tout le temps, on va réévaluer les patients, faire le point sur la pratique. Chaque séance qu'on fait faire pratiquer, on sait quelle intensité elle a eu, comment le patient l'a ressenti, est-ce qu'il était satisfait, est-ce qu'il y a eu... tout est relevé, noté, quantifié. On fait des retours en permanence aux médecins traitants, aux médecins hospitaliers en fonction de nos réseaux d'orientation, ce qui permet d'avoir un vrai suivi et une vraie prise en charge médicale pluridisciplinaire. C'est qu'aujourd'hui, on travaille tous ensemble. C'est pas juste, allez, va faire du sport, hop, nous on récupère pour faire son sport et puis chacun de son côté. Au contraire, nous, comme on voit souvent les patients, du coup, ils viennent 2-3 fois par semaine. Si jamais on se rend compte, et ça peut arriver, mais qu'ils sont un peu plus fatigués, il y a peut-être un peu plus des douleurs sur une cicatrice ou autre, on a des contacts privilégiés avec le corps médical, ce qui nous permet d'interagir au plus vite, au plus tôt, et échanger s'il y a besoin de revoir le médecin. Donc c'est vraiment un échange qui permet d'être au plus près des besoins et du coup de pratiquer la meilleure activité possible. Ça, c'est un des leviers en fait qui est utilisé par le corps médical, en tout cas l'équipe pluridisciplinaire qui entoure les patients. Le levier également de la communication de manière vertueuse autour des bienfaits du sport, parce que c'est vrai que là vous les suivez, c'est vrai que là tu parlais de fatigue, de douleurs musculaires, douleurs articulaires. Aujourd'hui, l'importance aussi, ce qu'on s'est dit aussi quand on s'est entretenu et quand on a préparé cette table ronde, c'est de se dire que la communication vertueuse, c'est vraiment qu'elle vienne de l'éducateur médico-sportif, de l'enseignant APA, du médecin, de l'onco-coach. Si tout le monde va dans le même sens, c'est vrai de se dire il y a des leviers motivationnels au niveau des objectifs physiques, mais aussi mentaux, et de se dire que dans le cadre d'un accompagnement global et spécifiquement dans le cadre de l'activité sportive, ça va être super important de pouvoir communiquer bénéfiquement. Donc si vous deviez donner des conseils pratiques, là tu parlais de progressivité, de régularité aux patients, quels seraient-ils ? Alors, je pense qu'il faut reparler du parcours. Reparlons du parcours, Claude Narblé. Mais avec plaisir. Ça commence par une prescription médicale. Tout à fait. Alors, autant prescrire une activité physique pour quelqu'un de sédentaire, dont on a parlé tout à l'heure, que c'était un facteur de risque, et que c'est bien de remettre à l'activité les gens qui sont sédentaires. Ouais. S'ils ont peu de facteurs de risque, ça doit passer sans trop de risques. Mais malheureusement, les personnes qui ont eu un cancer, et un cancer du sein, et avec beaucoup de médicaments qui sont parfois cardiotoxiques, neurotoxiques, la prescription doit prendre en compte ces aspects-là. Oui. C'est-à-dire qu'en effet... Alors, pourquoi moi, médecin du sport, je fais ça ? Parce que les oncologues, eux, ils connaissent bien l'oncologie. Après, l'activité physique, ils connaissent un peu moins bien. Et puis, les patients, malheureusement, ils n'ont pas qu'un cancer parfois. Ils ont aussi une arthrose d'un genou. Ils ont aussi peut-être un diabète. Donc, parfois, ils ont plusieurs maladies. Et donc, nous, le médecin du sport, on est un peu un médecin transversal. Donc, on va prendre en charge l'ensemble des problématiques pour ensuite définir un programme qui va prendre en compte la maladie principale, les risques qui peut-être sont inhérents aux traitements qui ont été faits,
les autres pathologies, et puis donc on fait une prescription et on demande à l'éducateur APA de respecter les limitations et aussi les activités qui vont être positives. Exemple, les troubles neurologiques sur les petits nerfs périphériques ont perdu l'équilibre, il faut travailler l'équilibre. Oui. Les problèmes cardiologiques ou un cœur qui est un peu moins bien, et éventuellement parfois il faut aller moins loin en cœur. Voilà. Et juste une petite parenthèse que je vois Anne-Paul, là, du coup c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les handicaps invisibles aussi que peuvent créer, enfin tout ce qui est les effets secondaires, on en parlait aussi tout à l'heure, et c'est vrai que ça c'est à prendre en compte, et l'accompagnement pluridisciplinaire est super important. Pardon, je voulais juste rajouter. Mickaël, est-ce que... Nous essayons, nous, de définir les limites et les notions à travailler. Encore une fois, on parlera de la prescription, quelles sont les preuves, quel est le niveau d'activité physique qu'il faut pour pouvoir avoir les bénéfices. On va y venir là dans pas très très longtemps, donc c'est parfait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? C'est bon ? Claude, est-ce que je pourrais te demander de parler juste un tout petit peu plus proche du micro ? Pardon. Merci. On est en live, hein, donc voilà, pour que les gens qui nous regarderont et nous écouteront puissent entendre l'intégralité de nos échanges. Dans le cadre de pratiques sportives adaptées, on y vient. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Mickaël Richaud, qu'est-ce qu'on va faire comme activité physique adaptée ? Pour nous, le principal, c'est de trouver l'activité qui vous plaise, en fait. Après, nous, notre rôle, ça va être de trouver les éducateurs formés à la bonne pratique. Donc, il y a tout un jeu de limitations que Claude abordera tout à l'heure. Donc, de vous trouver le bon éducateur qui a la bonne formation et pour vous faire pratiquer l'activité qu'on veut. On parlait tout à l'heure de stand-up paddle. On peut faire du tennis, du pilates, du rugby santé. Les rugby's, hein, qui est un programme de sport cancer du sein incroyable qui a été monté il y a des années à Toulouse et qui s'est très bien exporté sur Marseille. De l'aviron aussi. Aviron santé. En fait, aujourd'hui, je pense qu'à partir du moment où on a un éducateur qui est formé et motivé, on peut tout faire. Il n'y a pas de limite à la pratique de l'activité du moment qu'elle est encadrée par la bonne personne. Et au bon moment. Effectivement. Donc, on reparle après, Claude, c'est un peu plus là-dessus, sur le jeu des limitations et du coup, du moment de la prise en charge. Mais du moment que l'activité... On parlait aussi de la motivation tout à l'heure. Moi, si on me dit pour ma santé, je dois aller faire du vélo d'appartement 3 heures par semaine, ok, ça va me faire du bien, il va y avoir des chances de survie sur ma santé, mais franchement, si ça me plaît pas, c'est compliqué d'y aller de bon cœur, de faire la bonne pratique. Mais si je pars du principe que déjà, je pratique une activité qui me plaise, proche de chez moi, adaptée, bénéfique, que je relie du lien social, que je m'aide à le planifier dans mon agenda parce qu'on a vu que dans ma vie, c'est plus facile de mettre tel jour et tel jour, ça lève pas mal de freins et qui permet de bien pratiquer l'activité physique. On parlait aussi de varier aussi les plaisirs, puisqu'on en est là, au niveau de l'activité physique. Est-ce que c'est aussi proposé dans le cadre des programmes, puisque là on parlait de la prescription, tu parlais du parcours patient tout à l'heure, Claude, très intéressant. Donc on va continuer dans ce parcours patient et aller vers les activités physiques du coup. Il y a une prescription, il y a une redirection. Donc là, on va parler de la maison sport santé notamment, puisqu'on en a un bon acteur ici. Donc vous l'encadrez, toi tu le bilan, là moi je voudrais parler des bilans et aussi des activités physiques qui sont proposées dans la variété des activités physiques. Donc les bilans dans un premier temps. Donc ok, il y a eu l'annonce, il y a eu la prescription par le médecin. Comment ça se passe quand les patients arrivent chez vous ? Alors ça se passe très bien. Je le sais, donc, je n'en doute pas. Donc juste je resitue le concept de maison sport santé. 2016, prescription médicale. 2019, on avait des médecins très motivés pour prescrire l'activité physique. On avait un milieu associatif et sportif très formé, très envie de mettre en place l'activité, mais en fait, il fallait créer du lien, un trait d'union. Les médecins avaient envie, mais pas forcément le temps. Les éducateurs sportifs avaient les compétences, mais pas forcément les réseaux et le langage. Et nous, en tant que maison sport santé, donc depuis 2019, elles ont été mises en place sur tout le territoire par le ministère des Sports et de la Santé pour justement faire ce lien entre le milieu médical et le milieu associatif. Donc aujourd'hui, on a la chance sur Marseille d'avoir 4 maisons sport santé. Donc le SMUC, le DAC, Sud 13. On a aussi Marseille en forme et nous, la ville de Marseille, maison sport santé, ville de Marseille. Comment ça se passe quand on arrive ? Donc on arrive dans un contexte de prescription médicale. Alors des fois non, hein. Des fois des patients passent devant. Qu'est-ce que vous faites ? C'est bien de le préciser. Comment ? Nous, on va expliquer comment ça fonctionne. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner des personnes qui sont éloignées de la pratique sportive ou alors qui sont dans un contexte de pathologie. À partir de là, on échange avec eux, on fait un peu le point, on a des bilans.
Si on identifie, il y a des questionnaires, etc., qu'il y a un besoin, on a des prescriptions toutes faites, on peut expliquer vers quel médecin se retourner, faire des prescriptions. Si on a déjà la prescription médicale, on enchaîne avec un bilan. Le bilan, je l'ai dit tout à l'heure, qui dure au moins 1h30, Motivationnel et physique. motivationnel, qualité de vie et les capacités physiques. Ce qui permet tous les 3 mois de le refaire sur une durée de 2 ans. Ce qui est aussi un train de motivation, parce que quand on a été assidu, qu'on a mis en place l'activité physique, qu'on a un peu plus bougé au quotidien, en fait, on se rend compte que 3 mois plus tard, dans les questionnaires, l'estime de soi, l'autosatisfaction, les capacités physiques, on se rend compte que d'une manière objective, on les a mesurées et que ça va mieux. En fait, ça nous motive. Souvent, j'ai le cas, au bout de 3 mois, 6 mois, je dis ouais, je suis un peu fatigué aujourd'hui, j'ai un peu moins bien fait. Et en fait, nos sensations, elles sont très subjectives. Alors que là, on a un protocole scientifique, on mesure des valeurs mesurables, quantifiables, reproductibles. Donc en fait, ça ment pas. Si je vous dis que vous avez amélioré votre capacité physique en endurance, en souplesse, en mobilité articulaire, c'est un fait. Et du coup, ça permet de se baser dessus. Et c'est un très bon critère de motivation. En fait, je vais mieux. L'activité physique a un impact. Et en fait, en réfléchissant, ah oui, c'est vrai que quand je monte mon 3e étage à pied, là, il y a 2 mois, j'étais épuisé, j'avais mal de partout. Et là, en fait, j'y arrive. Donc, tout ça, ça permet, avec l'entretien motivationnel qui va cibler les bienfaits, le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui nous plaît. Je viens pour me faire plaisir. Souvent, au début, on vient pour faire plaisir à son médecin. Et après, en fait, grâce à l'activité c'est pas mal. physique, ce qui est déjà pas mal. C'est là que la persuasion du médecin est très très importante. Et après, nous, sur le premier bilan qui est très important, c'est de vraiment cibler les besoins et les envies pour que justement on mette l'activité physique, qu'elle devienne régulière et qu'on ressente rapidement les bienfaits. Bien fait. On parle de toutes les douleurs articulaires. Ben voilà, le matin on arrive, souvent moi j'ai des patients, ils ont des douleurs articulaires et commencent à se mettre un peu en mouvement. On remobilise, on adapte et en fait à la fin de séance, c'est parti. Alors ça va finir par revenir. Oui, Et déjà ce moment-là, il est vraiment bénéfique. Et en fait toucher du doigt tout ça, ça permet de continuer l'activité et se rendre compte du bienfait que c'est que de bouger. Et dans le cadre des activités, donc là tu parlais de mobilisation articulaire, tu parlais donc tu peux faire aussi bien un travail évidemment en relation avec l'oncologue et le médecin, un travail cardiaque, un travail d'endurance, un travail de force, de ce que tu évoquais tout à l'heure, On Claude. mesure la tonicité musculaire, l'équilibre donc statique et dynamique. On va la souplesse, la mobilité articulaire, la tonicité musculaire, l'explosivité et l'endurance. En fait, on a un bilan. Quand je dis qu'on vous garde 1h30, Oui. on joue pas aux cartes. Mais peut-être que des fois après tu joues aux cartes. Si on joue debout, Si on joue debout en faisant des petits pas comme ça, Ça peut-être peut que être ça peut intéressant. fonctionner pour le cardio. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la prise en charge, mais ça, je prends ma casquette d'éducatrice sportive et de présidente d'association aussi sportive, c'est que les maisons sport santé, c'est top vraiment pour accueillir à l'annonce de la maladie et pendant tout le suivi du traitement, quand la personne est sortie d'affaires et en tout cas en cours de rémission, il est important aussi de préciser que sur le terrain et sur le territoire, aujourd'hui, le mouvement sportif essaie de mailler vraiment ce territoire et de recenser toutes les associations. Donc, tu parlais de proximité tout à l'heure. c'est ça. Il y a un relais qui est fait au niveau des associations proches, parce qu'il y a des patients qui sont peut-être soignés à Marseille, Bien sûr. mais qui habitent à Manosque, ou qui habitent, je sais pas moi, à Malmort, à Salon. L'avantage de ce réseau des maisons sport santé, c'est que c'est un réseau national. Alors, vous allez rigoler, mais ne serait-ce que vendredi dernier, j'ai orienté une patiente qui part vivre en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, il y a des maisons sport santé. Donc, tout Et le des parcours- associations. Et des associations, Mmh. etc. Donc, le lien qui a été fait ici, tout le travail, le suivi, on peut le continuer. J'ai orienté des gens sur Rennes, même jusqu'à Manosque. C'est loin. C'est loin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que On a un réseau. on a eu le cas, on a territorial, travaillé, bien tu sûr. vois, enfin, on sait de quoi on parle là pour le Aujourd'hui, coup. on a en plus ce rôle-là. Eh ben oui, c'est ça. C'est que les gens, ils bougent, ils sont en mobilité. On va trouver, est-ce que c'est plus facile de faire le sport où je travaille? Est-ce que c'est plus facile de faire le sport où je vais en week-end? Est-ce que c'est plus facile de sport dans mon arrondissement? Et aujourd'hui, la Maison Sport Santé, c'est la ville de Marseille en tout cas, on a ce rôle-là d'accompagner des structures sportives, parce qu'aujourd'hui, le milieu sportif est bien représenté, mais les accompagner à se former au sport santé. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité, malheureusement, d'accompagner toutes les personnes. Non, puis le rôle, votre rôle aussi, c'est pas. Et après, j'aurais une petite question par rapport à Claude et à Christophe. Le rôle, c'est pas de les garder. Enfin, le but, c'est pas de les garder le plus longtemps. Enfin, c'est de Exactement. les garder. Les programmes passerelles, ils sont là. Il y a des programmes de 12 semaines, voire C'est ça. de plus ou moins 12 semaines, on va dire, et d'après de les réorienter vers des associations. Il y a des éducateurs aussi qui sont formés. On va pas les lâcher dans la nature non plus, parce que souvent, aujourd'hui, la vraie problématique qu'on a dans le sport, c'est de pas savoir où aller après.
Alors justement, Aujourd'hui, le, voilà. le programme passerelle que tu évoques, justement, donc là on part sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est que le but c'est de... Alors, ça va dépendre de la limitation et des bilans de la personne, parce qu'il y a des personnes qui peuvent, en fonction de leur limitation et du moment de la prise en charge, peuvent intégrer de suite le milieu sportif adapté avec le sport santé. Sinon, on a tout un jeu de rôle de passerelle, en fait. On va permettre à des gens de remettre le pied à l'étrier sur un programme qui va durer 3 à 6 mois, si le besoin, les traitements, etc. Interviennent. Et après, ce rôle d'orientation, parce que c'est comme si on vous donnait un médicament, on vous dit on vous le donne que 3 mois. Il marche bien, hein, mais que 3 mois. Donc l'idée, c'est de développer l'offre pérenne, parce que l'activité physique, c'est une thérapeutique non médicamenteuse, mais qu'on doit pratiquer toujours, tout le temps. Tout le temps. En mouvement, se déplacer, et en plus avoir une activité régulière. Donc l'idée, c'est pour ça qu'on fait des programmes passerelles de 3 à 6 mois, mais que notre accompagnement en bilan, il Et un dure peu plus 2 ans. longtemps. Ouais. Pour qu'au-delà de ça, on puisse continuer à accompagner. Et on sait que 2 ans, parce que 2 ans, c'est la période optimale. Optimal. Claude, Marley, tu voulais rajouter quelque chose? Mais en effet, la notion de programme passerelle, c'est juste que, en effet, quelqu'un qui a été malade, qui a eu des médicaments qui ont pu faire perdre du poids, quelqu'un qui a peut-être pas finalement fait d'activité physique pendant les traitements, a perdu du muscle. Du muscle. Ouais. Le muscle, c'est là deux notions à ce sujet. On parle de déconditionnement, c'est-à-dire que quand on perd du muscle, on perd ces capacités qu'a évoquées tout à l'heure Michael sur l'endurance, la force et ces éléments-là. Donc, les programmes passerelles, ce sont des programmes qui permettent de refaire du muscle pour repartir après, si c'est possible, dans des clubs ou d'autres activités qui seront hors des maisons sport santé ou des structures adaptées. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'en fait, dans le muscle, quand on fait une activité physique, au bout de 20 minutes, il y a des substances qui sont fabriquées, on appelle ça des myokines. Et ces myokines ont un rôle qui est immunitaire, donc stimule l'immunité qui vont vous aider à vous battre contre la maladie. Anti-inflammatoire. On sait qu'aujourd'hui, le cancer est finalement sans doute une maladie inflammatoire. Et pour agir contre ce fond inflammatoire, c'est important de faire de l'activité physique. Et on a pu vérifier que l'activité physique a un effet positif parce qu'on va changer le ratio muscle-masse grasse entre avant l'activité et après, quand on a fait de l'activité. Et c'est pour ça que j'arrive maintenant à la prescription. Nous, notre prescription, elle doit comporter une durée, c'est minimum 6 mois pour voir les bénéfices. Une régularité, comme a dit Michael, parce que si vous faites votre activité que le week-end, que vous n'en faites pas dans la semaine, les bénéfices que vous allez avoir sur le plan moléculaire ne vont pas avoir lieu. Donc, il faut que ce soit avec un rythme. C'est comme l'entraîneur, s'il s'entraîne que le week-end pour aller faire un match, ils ne vont pas progresser. Tu montres Christophe. Il a rien demandé. La troisième chose, c'est qu'en fait, il faut après des niveaux d'intensité différents. Alors, là, les études qui sont faites sur le sein, le côlon, la prostate, ce sont les 3 plus fréquents cancers. On peut montrer des résultats parfois un petit peu différents sur certaines choses. Aujourd'hui, il semblerait que vraiment, il faut faire beaucoup d'intensité pour la prostate pour diminuer les risques de récidive. Mais on n'est pas obligé de faire un effort maximum pour avoir ces effets positifs. Mais il faut faire des niveaux d'activité faibles et modérés. Si on fait que de la marche seule, ça ne suffira pas. Il faut quand même avoir aussi de l'intensité. Donc, intensité, régularité, minimum 6 mois. Et enfin, il y a un dernier point, mais ça, je pense que et c'est là que je repasse la parole à Christophe. Oui. Il y a l'activité physique individuelle qu'on peut faire, l'activité qu'on peut faire via les maisons sport santé, mais quid du coaching. Et là, c'est important. Christophe a été formé par quelqu'un qui a mis en place et mis l'exergue sur le coaching. Oui. Et c'est là où l'impulsion d'un travail de groupe ou du coaching, c'est une autre dimension qui peut-être n'a pas encore montré ses preuves scientifiques. Parce que le coaching est en règle générale un métier de l'invisible un petit peu. C'est de l'accompagnement. C'est très difficile de mesurer. On n'a pas beaucoup d'indicateurs en réalité. Ce que dit Mika, ce que dit Claude, il y a des chiffres et des statistiques. Dans le coaching, finalement, moi, les seuls indicateurs mesurables que j'ai quand je vois une patiente un jour et que je la revois 3 semaines après, c'est son sourire, c'est sa posture, c'est son visage, c'est qu'elle me dise que ça va mieux. C'est ça mes indicateurs. Et quand effectivement je pousse les gens à faire du sport, parce que moi, bien évidemment, c'est prouvé, puis j'en ai conscience et je l'ai vécu, c'est simplement qu'ils trouvent à travers l'activité physique et l'activité sportive un environnement qui leur convient, un éducateur qui soit bienveillant, un groupe justement, Claude, tu le disais, mais un groupe de sportives
qui soit en phase avec vos valeurs, vos principes, votre objectif, peut-être avoir un objectif commun. En fait, c'est ça, moi, mes indicateurs. Je ne peux pas mesurer réellement les bienfaits du sport, mais j'en ai conscience. C'est plus, toi, tu mesures les bienfaits du sport surtout au niveau du volet social, c'est-à-dire que la réintégration de l'estime de soi et du volet social aussi. Oui, bien sûr, mais comme d'autres sujets, hein, je veux dire, on aborde le sport, comme on aborde le retour à l'emploi aussi, comme la vie familiale, je veux dire, bien évidemment. Mais après, moi, si la personne va faire du sport, alors on parlait tout à l'heure d'équipe pluridisciplinaire, du coup, moi, je travaille dans une équipe pluridisciplinaire à la clinique de Bonneveine, en soins de support, et on a des échanges fréquents avec les APA, avec la diététicienne, avec le psychologue, avec la sexologue, donc c'est une prise en charge globale. Donc moi, j'apporte mon discours, j'apporte un langage peut-être un peu différent des personnes qui ont une blouse blanche. Donc voilà, c'est perçu un peu différemment. Oui, c'est le but, bien sûr. Mais après, le métier de coaching, je le disais tout à l'heure quand je me suis présenté, mais on le met un petit peu à toutes les sauces. Donc voilà, le coaching, c'est difficile de donner des chiffres et de dire, tiens, voilà, on a réussi. Si, il y a des objectifs. Il y a des objectifs, des fois, effectivement, certaines personnes, et on en a devant nous qui réussissent à les atteindre. Voilà. Merci beaucoup. Si je devais résumer un peu les points clés là qu'on vient d'aborder ensemble, il y a des bienfaits de l'activité physique. La pratique sportive, quand elle est adaptée, bien encadrée, bien suivie, au bon moment, parce que tout à l'heure on parlait de temporalité, on parlait aussi de temporalité dans le traitement, on parlait de temporalité aussi dans l'état mental et physique, est très bénéfique. Et surtout l'importance de maintenir une activité physique et sportive pendant le traitement, surtout après le traitement. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de faire de la prévention aussi, même pour les gens qui ne sont pas malades, et j'espère qu'ils ne le seront jamais. Continuez à faire de l'activité physique pour justement booster votre immunité, pour continuer à bouger. Et j'en terminerai surtout avec des petites phrases. Je vous ai demandé de me dire des petites phrases. Quel est le message que vous voudriez faire passer ? Mika, je sens que cette petite phrase, elle va être vraiment chouette. Et d'ailleurs, ça sera le dernier à passer, comme ça on finira sur une bonne note. Christophe, tu as parlé sur toi, tu as vraiment une devise. Tu m'as demandé tout à l'heure, est-ce que tu l'as bien compris ? On me l'a répété pour toute ma vie. Je l'ai bien comprise et je la trouve très pertinente. Pas du tout, au contraire. Je suis ravie que tu me l'aies posée. Dis-moi. C'est pas une devise, c'est simplement des gens qui m'ont accompagné dans mon parcours de sportif de haut niveau et qui m'ont sans cesse répété que la victoire, l'exploit, la réussite n'était pas un objectif, mais une conséquence. Et en fait, ces conseils m'ont amené à réfléchir à ce qui était important. Et ce qui est important, c'est pas l'objectif, c'est tout ce qu'on met en place tous les jours. C'est-à-dire que si demain vous dites « je veux monter le Grand Paradiso », mesdames, 4000 mètres d'altitude, et quand vous dit on se donne rendez-vous le 8, on le monte le 9, je pense qu'on n'ira pas bien loin. Par contre, tout ce que vous avez fait de janvier à juillet, forcément, c'est le chemin en fait. Oui. C'est le chemin. Je dis souvent, la résilience dans la maladie, la résilience, c'est pas un sprint. La résilience, c'est un marathon. Ça prend du temps. Et tout ce qu'on met en place, chaque jour est une victoire. Et les APA le savent très bien parce qu'ils accompagnent ces personnes-là dans l'activité physique. Mais bien sûr que tous les jours est une victoire. Et moi, cette phrase, c'est un entraîneur connu du FC Nantes qui me l'a répété sans cesse, qui nous l'a répété collectivement. Et on se disait, si on s'entraîne bien aujourd'hui, demain, après-demain, on aura plus de chances de gagner. Si on s'entraîne mal et qu'on arrive en petites chaussures, en tongs, il y a très peu de chances qu'on gagne. Et ça m'a marqué. Et dans la maladie, c'est un peu la même chose. Merci Christophe. Claude, ton petit message. Ma phrase à la fin. Mais en tant que médecin, il faut essayer d'avoir un discours scientifique. Et donc, la science aujourd'hui, elle dit que c'est par certaines activités qu'on a ces bénéfices. Et tout à l'heure, Michael a évoqué le fait de l'évaluation. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui est hyper tendu, il prend un traitement pour la tension, il faut vérifier que quand on lui reprend la tension soit bien dans les normes. S'il prend son médicament qui n'est pas stabilisé, on n'a pas fait ce qu'on voulait. C'est peut-être donner un traitement, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut aussi évaluer pour voir que les personnes vont bien faire le volume d'activité physique qui va être bénéfique. Ça, c'est l'élément important que je souhaite dire. Et, par exemple, même si c'est un problème, le yoga aujourd'hui,
qui est une activité plus de méditation, mais qui peut être maintenant actif, Bien c'est sûr. un élément je te qui le confirme. nécessitera qu'on fasse des travaux dessus. Oui. Je suis persuadé que. Ah, c'est mais positif. alors, et tu sais que j'ai eu un. Je sais que Tu sais, non, mais tu sais, je fais juste une parenthèse dans le cadre de la formation, la première qu'on Oui. avait faite. Il y a un des stagiaires qui a fait un super mémoire sur ça. Très bien. Yoga santé. Il faudrait que je- L'équipe du 24 a fait beaucoup de yoga, ont Oui. beaucoup apprécié ça. Et je suis Très bien. persuadé que ça a des bénéfices, mais ça n'a pas été montré. Et il ouais. faudrait y arriver à le montrer. Et moi, ma phrase, c'est elles l'ont réussi parce qu'elles ne savaient pas que c'était impossible. Elles l'ont réussi parce qu'elles ne savaient pas que c'était impossible. Bravo. Mickaël, c'est à toi. Là, j'attends cette phrase avec impatience depuis tout à l'heure. Du Je- coup, je- elle aura un peu moins d'impact. Non, mais en fait, Bah alors, c'est pas sûr. Hein. non, mais en fait, l'idée c'est qu'en fait, nous, on a une machine incroyable. On a réussi à survivre à des dinosaures qui nous couraient après, à des animaux sauvages, à se nourrir de ce qu'on trouvait. En fait, nous, on est fait pour monter aux arbres et manger des bananes. Aujourd'hui, on est ultra sédentaire, on se déplace plus, on mange mal. Donc en fait, on est une machine de mouvement et il faut pas l'oublier. Et quel que soit le mouvement, n'importe quel petit pas est important. Que j'aille au travail, même si c'est 10 minutes, alors, je rabâche ce que tout le monde entend aujourd'hui, mais je m'arrête un arrêt de bus avant, c'est rien. Mais D'aller 10 bouger, minutes, quoi. 10 minutes, c'est toujours ça de prix. On a des téléphones, on a des smartphones qui peuvent compter le nombre de pas, on a des montres. Enfin bref, aujourd'hui, on a tous les outils nécessaires pour essayer de garder notre corps en mouvement, de limiter notre sédentarité, notre niveau de sédentarité, les pauses actives, etc. Et d'être un peu plus actif physiquement. Et franchement, déjà, si on arrive à mettre tout ça en œuvre, ben, on aurait gagné pas mal de choses. On n'a pas Oui. compris la phrase, c'est quoi? On Nous, est fait pour. pour monter aux arbres et manger des bananes. Merci. Bah écoutez, merci à vous trois pour cette super table ronde, ces super échanges. Merci au public pour votre confiance et votre soutien. Je tenais à préciser également que vous pouvez continuer à nous soutenir en nous suivant sur les réseaux sociaux et vous pouvez nous aider aussi grâce à des petits dons si vous avez envie. On va monter une campagne de crowdfunding, je pense, et de toute façon, Anne-Paul sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, merci beaucoup. Bientôt disponible en podcast et en vidéo sur la chaîne YouTube. Et rendez-vous au mois de mars pour la prochaine table ronde. Merci beaucoup. Partagez le podcast Cancun et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram Cancun Festival et toute l'info sur notre site internet cancunfestival.fr. À bientôt.